BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end. Le plus important, j'espère que vous en profitez bien. Merci d'être là, De quoi je me mêle, vous le savez. Chaque samedi et dimanche, votre rendez-vous tech, on passe une heure ensemble avec à la fois un point sur l'actualité et puis tout à l'heure, tiens, on fera un gros point sur Starlink. Vous savez que Starlink est en train de révolutionner l'Internet spatial en quelque sorte avec ses satellites basse orbite. Lionel Paris va nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne et quel est l'avenir en fait de ce service puisque des milliers de satellites sont encore attendus au-dessus de nos têtes. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous suivre et puis je vous rappelle aussi une chose, c'est que vous pouvez retrouver en exclusivité De quoi je me mêle dès le vendredi en audio, en podcast ou sur la chaîne YouTube de Tech Co. Merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Un bon petit club de la presse IT avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Tout va bien Anthony? Ça va parfaitement bien. Voilà. Ravi de vous retrouver. On retrouve tous les matins, vous le savez, sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC Story avec Estelle Denis. Et en face de nous, on est très heureux d'accueillir cette semaine Eric Le Bourlou. Salut Eric. Salut François, salut Anthony, salut tout le monde. Voilà, un classique, un résident de quoi je me mêle, on peut le dire. Il a son rond de serviette. Il a son rond de serviette, bien sûr. Il a la carte Gold que vous pouvez retrouver dans les numériques notamment. Voilà, Eric est un journaliste spécialisé tech, bien évidemment. Alors, au menu de cette première partie de l'actu, on va s'intéresser à la WWDC. Ça doit commencer à chauffer à Cupertino, là, parce que c'est dans 10 jours, là. Ça doit commencer à être chaud bouillant. Clairement. D'autant que tout le monde parle de cette WWDC. Ils n'ont pas intérêt à nous décevoir, hein, franchement. On va parler aussi de Google. Encore une petite histoire, pas forcément qui arrange Google avec cette fonctionnalité Overview, qui a fait beaucoup rigoler les internautes. iFixit aussi, qui, vous le savez, s'est spécialisé dans le démontage de produits et puis dans la vente en fait, de petits accessoires pour démonter votre téléphone et tout ça, qui claque la porte du partenariat avec Samsung. C'est très intéressant si on y reviendra. Et puis on parlera aussi de l'avenir du PC avec, vous savez, ces PC copilotes qui s'apprête à sortir. Petite révolution dans le monde du PC, on n'en parle pas assez, mais c'est un vrai séisme avec Qualcomm qui va arriver sur les PC avec de l'intelligence artificielle et on en parlera aussi. Mais pour débuter donc la WWDC, dans 10 jours, je le disais, les rumeurs commencent à bruisser. Enfin, ça fait un moment d'ailleurs que ça bruisse là, c'est plus que ça. Cela dit, il y a toujours plein d'interrogations. Que va-t-il se passer? On a malgré tout Mark Gurman, qui est le principal cauchemar de Tim Cook, j'ai l'impression. C'est ça. Et qui est toujours bien informé. Ouais, mais je pense que il est rencardé directement par la direction d'Apple. À mon avis, il y a un peu de mèche avec eux. Oh, moi, je pense. C'est peut-être Tim Cook qui lui dit, tu sais quoi, vas-y, raconte cette dernière s'il te plaît, Mark. Info, voilà. Envoie ça, mets ça sur Bloomberg. Moi, je pense pas qu'il puisse avoir toutes ces infos sans être vraiment, avoir un vrai insider très très haut dans la direction, et depuis le temps c'est clair qu'ils auraient trouvé la taupe, donc à mon avis c'est sûr. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens Apple, c'est très siloté en plus. Normalement, quand on bosse sur un projet, on ne sait pas forcément quel est le projet d'à côté. Alors lui, c'est tout, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je pense que c'est vraiment le canal non officiel d'Apple pour pouvoir envoyer des ballons d'essai et dire un petit peu en amont ce qu'ils font, ce qui est dommage parce que ça casse un peu les effets de surprise. Mais bon, nous ça nous arrange bien d'une certaine manière. Mais je trouve cette histoire fascinante de ces informations qui tombent au compte-gouttes. Il y a toujours ce fantasme de se dire d'où ça vient, comment ce Mark Gurman, il y en a d'autres, il y a Ming-Chiung Kuo qui arrive toujours à avoir des informations. Alors lui qui est un analyste, donc je pense qu'il a plutôt via les sous-traitants, les industries, les usines, etc. Et je trouve ça vraiment fascinant. Donc, les dernières rumeurs concernant Mark Gurman, c'est évidemment iOS 18. C'est ça. Absolument. Évidemment, on mettrait une grosse couche d'IA, on s'en doute, parce que Apple a énormément de retard sur ce sujet par rapport aux autres. On a une petite info concernant OpenAI, Anthony et Eric. Oui, absolument. En fait, il y avait un petit doute. On sait qu'ils travaillent énormément sur l'IA, que ça va être le gros des annonces de la WWDC et qui sont très attendus sur ce sujet, évidemment, parce qu'ils ont pris quand même un gros coup de retard. Et donc, on sait que, comme ils sont on va dire, un peu en difficulté sur ce sujet, même s'ils ont des projets en interne, un projet qui s'appelle Grey Matter notamment, ils ont discuté avec des acteurs tiers, Google d'un côté, et puis
OpenAI de l'autre. Ça fait presque un an qu'ils discutent visiblement. Et donc, visiblement, c'est avec OpenAI que le partenariat se ferait. Alors, on n'a pas tous les détails, évidemment. On ne sait pas quelle forme précisément ça prendra. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup d'intelligence artificielle dans la nouvelle version d'iOS et que ça s'intégrera probablement, ça intégrera en tout cas des fonctionnalités ChatGPT-esque, j'allais dire, ou en tout cas générées par OpenAI. On a quelques exemples de ce que ça pourrait donner dans la nouvelle version d'iOS. Donc ça va être par exemple des résumés de texte automatiques quand tu veux lire un article. Ça va être de la génération des suggestions de fin de phrase quand tu commences à écrire un message. Pas seulement le mot suivant, mais on va te proposer carrément une phrase, voire un paragraphe. Même chose quand tu reçois un mail, on va te suggérer des réponses au mail. Des fonctionnalités qui peuvent se rapprocher un petit peu de ce qu'on peut voir du côté de Copilot, par exemple. Donc il y aurait tout cet arsenal technologique, en fait, cet écosystème exactement qui serait mis en place. Des choses un peu plus rigolotes aussi. On a par exemple la génération d'emojis personnalisés. Alors ça, je trouve ça génial. Enfin, on verra quelle forme ça prend, mais je trouve que c'est rigolo sur le principe. Donc tu écris un petit message et le message va comprendre ce que tu dis et va te créer un emoji. Exactement. C'est ça. Ça, c'est pas mal. En phase, ça peut être rigolo, c'est original. C'est marrant. Puis je pense que c'est aussi un moyen pour eux de distinguer encore plus iMessage de leur propre messagerie de ce qui se passe dans le monde Android qui est complètement séparé. Donc là, je pense que ça sera réservé juste évidemment aux gens qui ont des iPhones, quoi. Exactement. Je reviens sur une info que tu nous as donnée tout à l'heure. Il paraît que effectivement Apple travaillerait avec OpenAI depuis 1 an. Donc, pour essayer d'intégrer effectivement le mieux possible ChatGPT dans toutes les fonctionnalités iOS. Et c'est rigolo parce que Microsoft ne voit pas ça forcément d'un bon œil, parce que effectivement Microsoft et Apple sont concurrents sur plein de segments. Malgré tout, OpenAI vit un petit peu sa vie. Sam Altman a rencontré Tim Cook, etc., pour faire avancer ce truc-là. Et je trouve assez intéressant de voir que malgré tout, voilà, il est important pour OpenAI d'avoir comme client Apple, même si ça énerve Microsoft, qui leur a donné 12 milliards. Quoi. C'est intéressant. Oui, c'est sûr. Mais après, il faut voir que Microsoft, il va y gagner quand même, parce que l'infrastructure d'OpenAI est quand même sur du cloud Microsoft. Oui. Je pense que le chèque d'Apple va être sympa. Ouais, je pense que le chèque doit être assez sympa. Et puis, c'est aussi quand même une victoire. On sait pas effectivement, on ne sait pas ce qui s'est passé entre Microsoft et OpenAI et Apple et Google et Apple, mais c'est quand même aussi une victoire pour Microsoft parce que Google essaye d'avancer. Alors, ils ont pris eux aussi du retard face à OpenAI, mais le fait que Apple ait choisi OpenAI, ça veut dire aussi peut-être quelque chose d'un point de vue performance, d'un point de vue technologique, tout simplement. Clairement. Puis Microsoft, ils font plus de téléphone. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de la concurrence, si tu veux, elle se fait plus vraiment à ce niveau-là. Donc moi, je le verrais. Enfin, du point de vue de Microsoft, je verrais ça comme tu le disais. Je suis complètement d'accord. Plutôt comme une opportunité business. Et puis, ils vont faire grossir leur investissement dans OpenAI. Les milliards qu'ils ont mis au départ, ils se sont démultipliés avec la valorisation d'OpenAI qui explose. Et un gros contrat avec Apple, ça va encore donner plus de valeur à OpenAI, clairement. Alors, on parle de Siri aussi, parce que Siri est un peu à la traîne. Il semblerait que Siri pourrait être boosté en fait grâce à ChatGPT. Alors je ne sais pas on ne sait pas trop si ça va être via ChatGPT ou plutôt les propres modèles que crée Apple. Ce que tu en parlais au début, il y a effectivement toute la pile avec OpenAI, mais Apple travaille lui aussi sur ses propres modèles et ses propres réseaux, on va dire sa propre IA, pour ne pas forcément dépendre que d'OpenAI et de Microsoft. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ChatGPT, OpenAI, ça fonctionne via le cloud. On sait que Apple, ils ont quelques petits problèmes avec ce genre de technologie, puisque en fait les données de leurs utilisateurs sont envoyées. On ne sait pas trop, eux ne savent pas trop ce qui en est fait. Et donc, Apple réfléchit aussi à d'autres modèles plus respectueux de la vie privée, puisque c'est en gros leur point fort, leur argument commercial, de dire que effectivement les iPhones sont plus respectueux de la vie privée que d'autres marques de téléphones. Et donc du coup là, ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il y aurait une partie de l'IA qui serait gérée en local sur les puces de l'iPhone, et il y aurait une partie qui serait gérée dans le cloud. Et de ce qui semble transpirer de ce qu'on a lu, en gros, il y aurait des serveurs avec une black box Apple dédiée
où les données utilisateurs seraient stockées et qui n'en sortiraient pas. Là encore, l'idée étant d'avoir un argument commercial pour dire aux utilisateurs, nous, contrairement à nos concurrents, vos données, c'est pas notre business, en fait, c'est pas là-dessus qu'on gagne de l'argent. Donc là aussi, ils sont en train de mettre en place une sorte de différenciation par rapport à leurs concurrents. Ça, c'est important aussi. Et je suis persuadé qu'ils communiqueront là-dessus lors de la WWDC parce que c'est vraiment un peu la colonne vertébrale de tous les services d'Apple, la sécurité, la vie privée, etc. Même si de temps en temps, il y a des petits coups de canif quand même, on s'en rend compte, mais c'est vrai que ça va être important de rassurer là les utilisateurs avec tout ça. Juste une chose, c'est intéressant parce qu'on disait qu'Apple donc serait sur le point de signer avec OpenAI, c'est peut-être déjà d'ailleurs le cas, on verra bien le 10 juin lors de la WWDC, mais c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'il y a des forces qui vont s'opposer. Samsung, Google, parce que Samsung, le Galaxy S24, c'est vraiment le Gemini de Google, il n'y a pas du tout d'OpenAI, et d'autre côté Apple, l'iPhone et OpenAI. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Apple a choisi OpenAI, parce qu'il n'avait peut-être pas envie de partager des fonctionnalités avec Samsung, qui est là son pire rival quand même. Ouais, tu as tout à fait raison, et puis il y a peut-être aussi un souci d'efficacité. On va reparler de Gemini tout à l'heure. C'est pas toujours au point, Gemini, donc j'imagine que jouer la carte OpenAI, c'était aussi d'une certaine manière jouer la carte de la sécurité. Mais je pense que, non, tu as absolument raison sur le fait qu'ils voulaient aussi créer un écosystème concurrent et jouer cette carte-là, et pas donner des gages et une opportunité business supplémentaire à celui qui est leur plus grand concurrent dans les grands groupes technologiques, très clairement. Tu disais tout à l'heure que ça chauffait en ce moment un peu à Cupertino, probablement avec cette WWDC. Je suis complètement d'accord avec ça aussi. La C'est-à-dire que minutes, là, ça doit être... d'autant plus que là, de ce qu'on comprend, ça va quand même être la plus grosse refonte d'iOS, de l'histoire d'iOS en fait. Vraiment, on attend un truc qui est massif. Et j'allais dire, peut-être pour la première fois depuis la sortie de l'iPhone, c'est la keynote software qui est peut-être un peu plus enthousiasmante ou excitante que la keynote hardware iPhone en fait, parce que là il va y avoir tellement de nouveautés sur ce qu'il y a à l'intérieur de nos téléphones que en fait je trouve, moi à titre personnel en tout cas, tu vois, j'attends plus ces annonces là que les annonces de l'iPhone 16 où je suis pas forcément convaincu qu'il y aura des nouveautés révolutionnaires. Ça c'est intéressant, c'est la première fois depuis 15 ans, enfin depuis en fait l'iPhone 16 sera l'écrin de toutes ces fonctionnalités. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs, il sera peut-être intéressant parce qu'on verra justement comment ça marche au quotidien avec l'iPhone 16. Mais gageons aussi que le 15 aura une mise à jour iOS 18 avec ses fonctionnalités. Oui, il y a de grandes chances. Enfin, on espère en tout cas. Il y a toujours un petit truc en plus. Il y aura forcément un petit truc en plus sur l'iPhone 16. Moi, il y a aussi quand même, juste pour les fonctions, en fait, on a parlé beaucoup de Google versus Apple. En fait, il y a aussi beaucoup de fonctions dont Gurman parle dans son article qui sont en fait on peut appeler ça du moi aussi, quoi. Il y a aussi beaucoup de fonctions qui existent déjà et depuis longtemps sur Android, par exemple la gomme magique ou l'équivalent de ce petit truc, ce petit outil qui vous permet de faire disparaître quelque chose d'un site ou d'une photo, ça existe déjà. Tout comme il y a une autre fonction qui est très pratique, que les journalistes utilisent beaucoup, notamment, c'est cet enregistreur qui transcrit automatiquement ce qui est dit dans une réunion ou dans un entretien. Bien sûr, qui les étudiants aussi qui s'en parlent beaucoup. Ça devrait arriver aussi sur iOS et c'est quelque chose déjà qui existe sur Android. Donc il y a aussi il y a l'équivalent de Google Lens qui va arriver. Et l'équivalent de Google Lens. C'est vrai que dans cette bataille Google-Apple, c'est vrai que on peut comprendre aussi qu'Apple préfère travailler avec des concurrents de Google qui a déjà implémenté sur ses téléphones et sur pas que ses téléphones d'ailleurs, sur tous les téléphones Android, bon nombre de fonctions IA. Mais t'inquiète qu'ils arriveront à le présenter dans la keynote comme un truc que eux ont inventé. Tu vas avoir le gomme magique et ils vont appeler ça le Amazing Eraser et ils vont dire vous avez jamais vu ça, c'est incroyable. Tiens, en parlant de gomme magique, intéressant, belle transition, merci Anthony. Je ne sais pas si vous avez suivi cette petite polémique qui est née en France d'ailleurs, c'est intéressant. Il y a en fait des associations qui regroupent à la fois les médias, un peu comme nous, des médias qui font de l'information sur Internet, mais aussi les boîtes marketing, les publicitaires, qui ont envoyé une lettre à Tim Cook lui demandant de retirer une fonctionnalité qui devrait arriver dans iOS 18, qui est la gomme magique, et qui pourrait mettre à mal et peut-être même faire péricliter le modèle économique de ces sites qui vivent de la publicité, parce que, en gros, d'après ce que j'ai compris, on verra lors de la WWDC, mais quand vous êtes sur un site web et que vous avez de la publicité qui s'affiche, avec cette fonctionnalité d'IA, vous allez pouvoir, avec le doigt, en fait, effacer la pub. Non.
Et la prochaine fois, lorsque vous vous connecterez sur le même site, eh bien, il n'y aura plus la bannière qui s'affichera parce que en fait, l'IA se souviendra que vous avez déjà effacé de la pub sur ce site. La gomme magique de pub. La gomme magique, mais c'est la gomme horrible pour le business en fait des sites qui vivent de la publicité. Ah bah c'est sûr. Oui. C'est terrible. Déjà, ils se prennent de plein fouet les bloqueurs de pub sur les PC, les Mac, etc. C'est vrai que sur l'iPhone, c'est un peu plus compliqué parce que bon voilà, on n'a pas toujours envie d'installer une appli de blocage de pub, etc. Mais là, en plus, si c'est intégré à l'iPhone directement dans iOS 18, c'est chaud. Et donc, petite tension supplémentaire concernant un modèle économique fragile, celui de la presse gratuite en ligne. Quoi. C'est ça. On a hâte de voir ça en fait. J'ai hâte de voir comment ça va marcher cette fonction. Et si effectivement, comment ils vont le présenter aussi. Parce que, mais c'est vrai que Apple a tendance à dire, voilà, ce qui compte pour nous, avant tout, c'est nos utilisateurs. Et non, effectivement, l'économie du web. Voilà, ça a été déjà le même problème avec les trackers qui ont été supprimés. Enfin, en tout cas, on a le choix à chaque fois qu'on installe une application d'être traqué ou non. Et ça avait déjà provoqué un séisme dans l'industrie de la pub. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit que derrière tout ça, c'est peut-être un peu pernicieux ce que fait Apple. C'est que si sur le navigateur Safari, un site web n'a plus de pub, il va être obligé de créer une appli parce qu'en passant par une appli, peut-être que cette gomme magique ne marchera plus et qu'il sera un petit peu un peu chez lui. Donc ça pousserait aussi les éditeurs à sortir des applis supplémentaires pour échapper peut-être à cette fonctionnalité. Mais enfin voilà, on va voir comment ça va se passer. Il faut voir comment ça se matérialise. Après, je suis même pas certain en fait que les gens utilisent massivement. Autant un adblocker, c'est un truc, tu l'installes une fois puis après tu n'as plus rien à faire. Autant la gomme magique, ça te demande quand même de réaliser une action quand tu vois la pub apparaître. Bon, je sais pas, est-ce que les gens ont vraiment envie de supprimer la pub ou est-ce que ils feront avec et puis ils scrolleront quoi. Faut voir comment ça se matérialise concrètement. En tout cas, l'idée, mais en tout cas, vente panique, c'est intéressant. Et vente panique chez les éditeurs en ce moment. C'est moi qui vous le dis. Dans l'actu aussi, vente panique chez Google avec cette fonctionnalité Overview. Rappelons que c'est en fait une nouvelle fonction qui est arrivée dans le moteur de recherche et qui vous permet, je crois que c'est qu'aux États-Unis pour l'instant, et qui vous permet d'avoir une recherche générée par l'IA et qui se veut de meilleure qualité. Sauf que, bien sûr, il y a des petits malins qui se sont amusés à faire des recherches un peu, comment dire, contester les limites du modèle, les limites du truc, et ils les ont touchés. Oui, mais ils n'ont pas eu trop de mal. C'est pas difficile. C'était pas très compliqué parce que, en gros, tu fais une recherche Google normale et l'IA, Overview, te donnait des réponses qui étaient complètement what the fuck, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que les mecs, je sais pas, par exemple, dans les questions requête Google, c'était fumer en étant enceinte. Bon, ça, c'est un truc que tu peux taper dans Google, effectivement, pour avoir des conseils santé et tout ça. Et combien de cigarettes par jour je dois fumer si je suis enceinte, par exemple. Tu vois, si la question avait été ça, à la limite, j'aurais pu dire les mecs cherchent un peu. Mais là, c'était juste, fumer en étant enceinte. Et l'IA te fait le petit résumé en haut de la page. Il est recommandé de fumer 2 à 3 cigarettes par jour pendant la grossesse. Waouh. Voilà, donc c'est un peu chaud, tu vois. C'est violent. Alors, je te donne quelques autres exemples avant qu'on en discute. Donc, si tu lui demandes, alors il y avait des conseils culinaires sur la pizza, alors qu'il faut mettre de la colle sur la pizza pour rendre le fromage plus pour la collant. Voilà. C'est vrai que ça fait un petit effet sticky là, assez sympa. C'est sympa. On te dit aussi ça doit avoir bon goût en plus. Oui, en plus. Alors toujours dans les conseils culinaires, il y avait le fait de manger des cailloux aussi. Oui, on te conseille de manger. Alors c'est les géologues de l'université de Berkeley, nous dit l'intelligence artificielle, qui te conseillent de manger un petit caillou par jour, pas plus, mais un petit caillou par jour. Ça fait bien en fait, ce qui est pour la digestion. Voilà. Je prends juste cet exemple. En fait, cet exemple est incroyable parce que là, on voit aussi les limites de ce genre de truc. En fait, cet exemple, pourquoi Google répond ça à cette question Pourquoi l'histoire de cailloux? C'est parce que le site The Onion, qui est en fait on va dire l'équivalent américain du Gorafi, a fait des tonnes d'articles de ce genre où ils expliquent notamment qu'il y a des scientifiques qui conseillent de manger 3 cailloux. Et en fait, Google l'a aspiré comme plein d'autres sites, les informations de The Onion qui sont absolument pas fiables, du coup. Oui, c'est justement aussi, exactement. Moins c'est fiable, plus c'est drôle, en fait. Et en fait, on se retrouve avec ce genre de réponse parce que, en fait, l'intelligence artificielle n'est pas assez intelligente pour savoir que The Onion est un site parodique dont il ne faut pas spécialement suivre les conseils. Non, mais c'est bizarre. C'est pareil pour plein de choses. que les robots de Google aient scanné ce site-là. C'est ça, parce que franchement, c'est délirant de se dire qu'une IA du niveau
niveau de celle de Google ne soit pas capable de lire le second degré, ce que font les autres IA quand elles vont piocher dans les données. Quand tu fais une requête, que tu poses une question à ChatGPT, normalement, il fait la différence, il te raconte... Alors, des fois, il raconte n'importe quoi, oui, mais normalement, dans les sources dans lesquelles il va chercher, il est capable de faire la différence entre une publication scientifique et un article parodique. Et l'IA est même capable elle-même de faire du second degré. Quand tu prends l'IA Grok, par exemple, celle d'Elon Musk, elle te répond en faisant du sarcasme, du second degré, voire du troisième degré, parfois en répondant au second degré à une... Enfin, c'est vraiment, pour le coup, tu te dis, Google doit être capable de faire la même chose. Et pour moi, en fait, là, ce dysfonctionnement, il pose une question qui est plus fondamentale, c'est est-ce que Google n'est pas dans la précipitation à sortir des produits qui sont mal testés, pas complètement aboutis, parce qu'ils sont dans la peur panique de prendre un coup de retard supplémentaire face à la concurrence. Quoi. Et tu te dis, ça, franchement, ils auraient pas dû le mettre sur le marché. Bien sûr, c'est clair. Et effectivement, c'est complètement ça. Je pense qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment très peur de voir quelqu'un débouler. Ça peut être OpenAI avec un nouveau moteur de recherche, ça peut être quelqu'un d'autre. Et tout à coup, que tout le monde switch vers un autre moteur qui, du coup, tuerait complètement leur business. Et effectivement, clairement, il y a de la précipitation. C'est évident. Et il y a tellement eu de problèmes sur cette fonction qui est sortie il y a quelques jours. Hein, franchement, qu'on se demande vraiment. Et je trouve en plus leur réaction est un peu bizarre parce qu'ils disent oui, mais en fait, ça concerne que très peu de requêtes. Hein, alors c'est comme ça qu'ils se défendent. Ils disent ça n'a concerné que très peu de requêtes et du coup, c'est pas très grave. Pas très grave. Et on va les supprimer à la main. C'est-à-dire, ils ont quand même parlé de suppression à la main des requêtes problématiques. Il doit y avoir des gars qui poser des questions. Voilà. Encore un con qui a posé une question débile. Et surtout que c'est quasiment impossible à faire puisque par définition, une AI va générer un texte en fonction d'une question précise et il est très compliqué de savoir exactement quelles questions vont amener quelle réponse. Donc, je trouve leur réaction étrange. Ils disent aussi, par ailleurs, qu'ils disent que certaines des captures qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux avaient été trafiqués et que c'était pas vrai, que machin, et qu'ils n'avaient pas pu, eux, de leur côté, retrouver ce même genre de message. C'est quand même compliqué et ça montre en effet qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, je pense, à lancer un truc aussi puissant, on va dire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une publication assez intéressante d'un ancien salarié de Google, justement sur ce côté, ils ont peur d'être en retard et donc ils font n'importe quoi. Et le mec dit, moi j'ai l'impression quand je regarde la stratégie de Google sur l'intelligence artificielle, de me retrouver à l'époque de Google+. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Google+. C'était c'est pas cool. Bah ouais, non mais c'est vrai, mais je trouve que le parallèle est hyper intéressant. Google+, c'était, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était la riposte de Google à Facebook à l'époque, où visiblement ils étaient pareil, ils étaient oh là là, mais on va se faire dépasser par les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils avaient sorti leur alternative, mais qui était un peu ratée très clairement et qui a jamais pris et donc qui a fini au cimetière de la tech. Et en fait, le gars dit en fait là sur l'IA ils font exactement la même chose. Les gars ils sont la tête dans le guidon, ils voient les annonces d'OpenAI, de Microsoft, de Meta et de tout le monde, et donc ils sortent des trucs précipitamment. Et un autre exemple de ça, alors c'est les images qu'on voit derrière nous pour ceux qui nous regardent, c'était incroyable aussi il y a quelques mois parce qu'on oublie vite parce que ça va très très vite dans l'IA, mais c'était, vous vous souvenez, la version Gemini Image, qui était la riposte à Midjourney, DALL-E, etc. Donc un générateur d'images. Et qui est resté en ligne, je sais pas, quelques jours, même peut-être quelques heures, parce que on s'est rendu compte que cette IA était ultra woke. En gros, elle était vraiment marquée idéologiquement et qu'elle réécrivait l'histoire. C'est-à-dire que quand tu lui demandais de te faire un viking, par exemple, ou un roi de France, ou un soldat allemand de la Seconde Guerre mondiale, elle te représentait des personnes noires, métisses, asiatiques, mais jamais un blanc. Donc les blancs n'existaient plus, ce qui était quand même un peu problématique. On sait que les grands groupes technologiques sont globalement très progressiste, démocrate, machin. Enfin là, c'était quand même pousser le politiquement correct et le wokisme à l'absurde, absolument. Et donc du coup, face au tollé, ils avaient dû carrément supprimer. D'ailleurs, la fonctionnalité n'est toujours pas revenue à cette heure-ci. Et donc là encore, ça montre bien que c'était un produit qui n'avait pas été suffisamment testé. C'est des trucs qui normalement, ça doit se voir très rapidement quand tu fais des tests. Les mecs qui font les tests, ils doivent être comme les internautes les plus déglingos. Ils doivent tester des trucs complètement fous et voir ce que ça donne. Et là, visiblement, ça n'avait pas été fait, quoi. Bon,
Pas facile, hein. Pour Google, les temps sont durs, hein, quand même. Ben ouais. Mais bon, c'est comme ça. Oui, après, je pense que bon, il faut. Ça m'étonnerait. C'est quand même. Ils ont aussi une espèce de fierté, c'est-à-dire que c'est quand même eux c'est grâce à eux que tout ça existe. Et que ChatGPT existe. Grâce aux technologies qui ont été créées chez eux. Donc forcément, il y a un petit côté. Voilà, c'est difficile, je pense aussi pour eux de avaler, hein, comme un caillou. Comme ça, au moins la boucle est bouclée. Voilà, parfait. Allez. Il est fort quand même. Le métier. Hein. Bravo. Là, c'est là que tu vas. Bravo. Ne me jetez pas la pierre. Pierre. Ouais. iFixit. Ah oui. Très sympa cette boîte. Tu dis iFixit, toi? iFixit. Moi, je dis iFixit, mais je sais pas. Non, mais les deux se disent. Ouais, on est en France, t'as raison. Entre OpenAI, OpenIA. Ouais, moi je sais jamais. Mistral AI, je sais jamais non plus. Comme ils sont français en plus. Mais comme ils ont des investisseurs étrangers, c'est compliqué. C'est plus trop en fait. Non, mais c'est vrai. C'est la pagaille. Donc iFixit, qui est une boîte très sympa d'ailleurs au demeurant, qui existe depuis pas mal de temps. Hein. On a tous vu des vidéos de spécialistes d'iFixit qui démontaient des téléphones, des tablettes, des choses comme ça. Enfin, c'est leur métier, ils font ça. Oui. Et après ils vendent aussi des outils pour qu'on puisse modèle économique. Même le faire. Voilà, ils vendent des petits outils pour démonter les téléphones. C'est leur modèle économique, c'est leur business, et c'est plutôt bien joué. Il se trouve qu'il y a 2 ans, ils avaient passé, ou il y a 2 ans ou 1 an, je sais plus. 2 ans, il me semble. Un accord avec Samsung, puisque Samsung a dit, écoutez, moi, on aimerait bien qu'on passe un partenariat ensemble pour qu'on puisse travailler main dans la main pour essayer que nous, on puisse fabriquer des téléphones qui soient plus facilement réparables. Parce qu'on a oublié de dire que à chaque fois qu'un nouveau téléphone sort, il passe sous les fourches codines de iFixit et après il le note. Il dit ce téléphone est indémontable ou alors il y a plutôt un effort, etc. etc. Ça, c'était le début. Sauf que il y a eu un petit changement. Visiblement, iFixit jette l'éponge. Ouais, ils claquent la porte. Ils disent bah non, en fait, on veut plus travailler avec Samsung parce qu'il y a un trop grand décalage entre leurs paroles et leurs actes, entre leur communication sur la réparabilité, le fait que oui, on veut tout faire pour que l'utilisateur final puisse changer les pièces lui-même, bricoler son téléphone. Et donc, c'était un peu ça, le sens du partenariat avec iFixit. C'était le signal qui voulait être envoyé. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Hein. Apple fait la même chose. Enfin, tous les fabricants sont dans ce discours-là, aujourd'hui, très, très green. Sauf que lorsqu'on regarde ce qui se passe réellement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et il y a eu une investigation d'un média en ligne américain qui s'appelle 404 Media, que je ne connaissais pas, moi, mais donc qui a fait une enquête assez approfondie sur la façon dont Samsung interagit avec les réparateurs indépendants notamment, et qui explique bien que Samsung en réalité fait tout pour dissuader les réparateurs indépendants de réparer les téléphones, et en gros les utilisateurs de réparer leur téléphone avec des choses du genre, par exemple, si un réparateur indépendant commence à réparer un téléphone et qu'il se rend compte qu'il y a une pièce dans le téléphone qui est une pièce qui est non officielle Samsung, et bien à ce moment-là, il doit démonter complètement le téléphone et le remplacer. Donc on est aux antipodes en fait du discours officiel, si tu veux, sur la réparation. Donc voilà. C'est toujours intéressant de voir effectivement ce décalage, ce double discours. On parlait la semaine dernière. C'est très joli pendant les keynotes. Oui, c'est beau. Clairement, c'est vrai qu'on aurait pu y croire il y a 2 ans. Je me rappelle que j'avais un peu célébré ça en disant peut-être que c'était quand même le numéro 1 du smartphone ou le numéro 2 Samsung. On pouvait se dire, est-ce que ça va pas lancer quelque chose pour qu'on puisse nous-mêmes réparer nos téléphones puisque le plus gros s'y met. Et en fait, c'était vraiment de la com et c'est un petit peu énervant puisque iFixit, il y a quelques exemples. Effectivement, il y a eu cette enquête qui montre, qui est séparée d'ailleurs du problème d'iFixit, hein, même si je pense qu'ils ont dû aussi avoir ce genre de retour à iFixit. Mais par exemple, un exemple concret pour Samsung, c'est que vous voulez changer un écran qui est quand même sur un S23 ou un S24, qui est quand même la chose qui a la plus grande chance de casser, on va dire, dans un téléphone. Eh bien, vous ne pouvez pas changer l'écran tout seul. Il faut que vous achetiez un écran, mais avec la batterie qui va avec, tous les boutons. Donc, du coup, ça vous coûte un prix. Vous avez la moitié du téléphone, voilà, quoi. qui est beaucoup trop élevé, en fait, alors qu'en fait, il suffirait de remplacer l'écran. Mais en fait, toutes les marques de téléphone, Samsung en tête, mais Apple de la même manière, n'aiment pas trop qu'on trifouille dans leur matériel. Alors en plus, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Je veux dire, c'est vrai que iFixit
fait des tutos pour qu'on puisse démonter c'est pas donné à tout le monde, hein. Il faut quand même être très précis. Franchement, moi je suis pas capable de faire ça. Non, moi non plus. Il faut faire très attention. Mais ils aiment pas parce que effectivement, ils préfèrent que l'on passe par leur propre réseau de réparation et que les pièces, en l'occurrence, soient, on va dire, vraiment validées, officielles, comme les concessionnaires auto. Mais c'était ce que proposait iFixit, avec le deal avec Samsung. Et c'est un peu dommage qu'on en soit arrivé là, quoi. Mais tu as raison de rappeler que c'est pas les seuls à le faire. On parlait il y a 15 jours, 3 semaines d'Apple, ou même chose. On s'était rendu compte que derrière le discours sur le recyclage des téléphones, avec leurs jolies vidéos avec les robots Daisy, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui recyclent les téléphones. En fait, c'est une fraction en fait, des iPhones qui sont réellement recyclés. C'est la vitrine un peu du recyclage. C'est derrière... ça. Et en fait, beaucoup sont détruits purement et simplement. Et alors qu'ils sont fonctionnels. Alors qu'ils sont fonctionnels pour beaucoup d'entre eux. Il y a eu un gros scandale, on en avait parlé d'ailleurs. Oui, parce que certains d'entre eux avaient été détournés par la société sous-traitante qui était censée en fait recycler les téléphones. Et donc Apple a dit bon, finalement, on va tout détruire, ce sera plus simple. Mais du coup, en fait, il y a des centaines de milliers de téléphones qui sont fonctionnels. Quand on sait qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, enfin, c'est ça qui est terrible en fait. Ouais, puis il y a des matériaux qui. Les téléphones pour avoir encore 2-3 ans de durée de vie. Exactement. Apple pourrait les donner, ou en tout cas, peut-être pas les donner directement, mais à des associations qui après pourraient les distribuer. Enfin, ou à minima récupérer les pièces détachées. Non, mais c'est une hérésie de les détruire, même écologiquement. C'est complètement dingue. Moi, c'est pas. Alors, l'hérésie écologique, c'est une chose, mais moi, ce qui m'énerve, c'est toujours les doubles discours. C'est-à-dire quand tu vois les keynotes, c'est exactement ce que tu disais. Dans toutes les keynotes maintenant, il y a tout un on nous en met une louche de 10 minutes et voilà, formidable, mère nature, machin. Bon, bah voilà. Enfin, soyez au moins derrière un minimum cohérent, quoi. C'est juste ça. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais parler aussi d'une petite révolution qui est en train de se tramer dans le monde du PC. Et Eric suit bien tout ça, donc tu vas pouvoir nous expliquer. C'est en fait une nouvelle génération de PC avec Windows. Donc, vous savez que Windows commence à implémenter les fonctions d'intelligence artificielle avec Copilot, à la fois dans Office 365, mais aussi dans Windows, dans le système d'exploitation. Et pour que tout ça marche très bien, en fait, il faut une nouvelle génération de processeurs. Et là, c'est quand même historique ce qu'on est en train de vivre. C'est que Qualcomm, avec tous les constructeurs de PC, parce que tous se lancent dans la bataille, Qualcomm va sortir des PC sous Windows 11 avec donc le label Copilot, donc cette intelligence artificielle. Et franchement, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est la fin du règne sans partage d'Intel qui laissait quelques petites miettes à AMD, mais là d'un coup le loup entre dans la bergerie et il s'appelle Qualcomm. Ouais. C'est vrai que ça peut avoir de grosses répercussions sur le marché du PC. Effectivement, c'est une nouvelle, non seulement une Qualcomm qui arrive, mais c'est aussi une nouvelle architecture qui arrive, qui est d'ailleurs l'architecture ARM, celle qu'on connaît déjà sur les Mac. En fait, c'est une réponse aussi à ce que fait Apple sur ses Mac et qui a montré que ça marchait bien puisqu'on a une autonomie incroyable sur les Mac aujourd'hui. Effectivement, ça va changer peut-être beaucoup de choses dans le secteur du PC. Ces PC, Microsoft, ils ne savent pas faire de naming. C'est un truc, ils ne savent pas comment appeler des choses. Donc, ils ont appelé ça Copilot plus PC. Donc ces PC là ça vont s'appeler Copilot plus PC. Tout le monde va s'en souvenir. Tout le monde va s'en souvenir, je pense. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en fait c'est des PC Copilot plus PC, c'est-à-dire qu'on met Copilot avant le PC quand même. C'est pas des PC avec Copilot, c'est Copilot d'abord et ensuite le PC. Et bon, et en fait effectivement ces ordinateurs disposent de puces Qualcomm. Alors ils sortent là au mois de juin, à partir du mois de juin, mais ça va monter en puissance jusqu'à la rentrée là. Et à Vivatech on a pu voir les premiers, c'est ça ? Et à Vivatech il y en avait, il y avait notamment, alors les premiers à avoir tiré évidemment c'est Microsoft. Microsoft a présenté ses nouvelles tablettes Surface il y a quelques jours là, et donc parmi les premiers ordinateurs de cette génération Copilot plus PC, il y a évidemment le Microsoft Surface qui était à Vivatech, et on a pu discuter un petit peu avec des responsables de produits et essayer aussi ces nouvelles fonctions parce que c'est un peu compliqué. Alors déjà, on a parlé aussi à des chefs produits qui nous disaient on ne sait pas comment on va marketer ça parce qu'en fait, ça ressemble, je ne sais pas si vous vous souvenez de Windows RT et tout ça, ça ressemble à Windows classique, mais c'est un autre processeur. Et donc, c'est difficile pour les consommateurs de s'y retrouver. C'est pas du Intel, c'est du Qualcomm. Alors, c'est la même marque que ce qu'on trouve dans les téléphones, mais effectivement. Donc, il y a des incompatibilités. Alors, il y en a un peu. Ils vont pallier avec comment on appelle ça ?
Avec de l'émulation. L'émulation, voilà. c'est ça. Mais il y en a comme l'a fait Mac avec Rosetta. Exactement. Mais en fait, la grosse différence, c'est que sur Windows, il y a énormément de logiciels, il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de pilotes. Alors, franchement, par rapport à ce qu'on a vécu avant, parce que ça fait longtemps que Microsoft essaye de faire du ARM, ça marchait pas très bien. Ils ont fait beaucoup d'efforts et là, la plupart des logiciels marcheront très très bien, voire même parfois mieux que sous Intel s'ils sont recompilés pour ces ordinateurs-là, parce qu'ils sont très efficaces d'un point de vue performance et surtout en matière d'économie d'énergie. Mais en revanche, il y a des choses qui ne marcheront pas très bien. Par exemple, certains pilotes qui ne vont pas fonctionner, ou alors pour les joueurs, ça peut leur poser problème, des anti-cheats, des logiciels qui sont installés quand vous installez un jeu en même temps que le jeu pour voir si vous trichez pas. Tout ça, ça doit atteindre un certain niveau du processeur qui n'est pas aujourd'hui compatible avec ces ordinateurs-là. Oui, mais c'est une question de temps, non, Eric? C'est une question de temps. Si ça marche, parce qu'il faut que ça marche. Voilà. Les développeurs, après, s'intéresseront évidemment. En fait. Et puis, c'est assez facile pour un développeur d'adapter son logiciel à ces nouveaux ordinateurs. Ce qui est intéressant, je pense, pour le client, mais ça, c'est pas du tout pour les consommateurs, mais c'est pas du tout ce que met Microsoft en avant, c'est que c'est des ordinateurs qui auront surtout une bien meilleure autonomie que les ordinateurs actuels. Logiquement, ils devraient faire même mieux, on a vu certains benchmarks arriver, faire même mieux que les Mac actuels pour certains des modèles. Donc c'est vraiment très très bien. En revanche, effectivement, il y a aussi, Microsoft préfère évoquer les nouvelles fonctions que dont ces ordinateurs disposent. Parce que ce qui les intéresse avant tout, c'est de dire c'est des ordinateurs IA, des ordinateurs qui ont une IA intégrée, quoi. Et effectivement, cette puce a ce qu'on appelle un NPU, ce qui existe aussi sur les téléphones, mais un NPU puissant qui vous permet donc d'utiliser des IA en local, donc sans accès au cloud. Et Microsoft a déjà intégré plusieurs de ces fonctions IA dans la version de Windows qui va sortir et qui sera adaptée à ces ordinateurs. Et avec la petite touche copilote, évidemment. Et la petite touche copilote. Et il y aura notamment une fonction qui s'appelle Recall. Et Recall vous permet... Ça a été assez décrié d'ailleurs. Oui, parce que ça peut être un peu flippant. C'est Elon Musk qui a gueulé là-dessus en disant, vous vous rendez compte, on va avoir une espèce de mouchard sur notre PC. C'est vrai que ça peut être un peu flippant, mais... Parce que ça te filme, c'est ça, en gros, c'est ça. Alors, ça prend une capture d'écran tous les 5 secondes, ou tous les 10 secondes, on peut configurer, de ce que vous faites sur votre ordinateur. Donc, si vous êtes en train de regarder vos photos, vous verrez, si vous surfez sur un site, et ensuite, vous pouvez chercher... pour améliorer, est-ce que c'est quoi? Ça va améliorer quoi, ta navigation derrière? Après, tu peux chercher en langage naturel, donc en local, tu peux chercher, rappelle-moi quand j'ai vu cette photo de chien. Et donc là, Recall va te ramener sur la photo que tu as vue avec un chien. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai que ça peut être un peu flippant, mais pour le coup, il n'y a pas d'envoi de données dans le cloud. Ça marche grâce au NPU qui est présent sur la puce. Ça part pas dans le cloud. Ça part pas dans le cloud. Dernière question, Eric. Intel va se laisser manger tout cru ou non, est-ce qu'ils ont une réponse? Non, Intel est déjà en train de... En fait, c'est marrant parce que quasiment le jour même où ces ordinateurs ont été présentés, Intel a présenté lui-même une nouvelle version, une nouvelle génération de puces qui s'appelle Lunar Lake et qui va sortir à la fin de l'année là, parce que Intel avance aussi bien vite et qui donc veut rattraper son retard en matière de NPU. Intel a été les premiers à lancer des puces, ils ont appelé ça les AI PC, ils étaient sortis au début de l'année. Ça n'a pas bouleversé le marché. Non, ça n'a pas bouleversé le marché, mais ils ont quand même un intérêt, c'est qu'ils sont bien plus autonomes. Par contre, ils avaient un tout petit NPU, et là, ils vont lancer une nouvelle génération de puces avec un beaucoup plus gros NPU à la fin de l'année, et donc pour évidemment répondre à Qualcomm. Et on attend aussi ce que va faire Nvidia, parce que Nvidia pourrait s'y mettre aussi, finalement. Et puis aussi, on verra ce que fait ARM sur ce secteur. Mais ça va être assez passionnant de suivre le marché du PC dans les mois qui viennent. Complètement. C'est intéressant. Eh bien, c'était top. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Anthony. Merci. Anthony Morel, journaliste à BFM Business tous les matins, sur BFM Business et à la mi-journée sur RMC Story. Et vous pouvez lire, bien sûr, les tests d'Éric Le Bourlou sur les numériques, et entre autres. Merci beaucoup, Eric. Merci d'être passé. Vous restez avec nous. Deuxième partie de ce de quoi je me mêle dans un instant. On va s'intéresser à Starlink. Voilà, petite révolution de l'Internet en mobilité, l'Internet par satellite d'Elon Musk. C'est Lionel Paris qui nous explique tout ça tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.